Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un test produit et pas n'importe quel produit. On va faire un test d'un NAS. Il s'agit du NAS Asustor FS6712X. Alors c'est un NAS un petit peu spécial puisque c'est un NAS qui ne propose que des ports NVMe. Il en a 12, donc c'est un truc quand même assez impressionnant et qui promet des très grosses performances. Et associé à ces 12 ports NVMe, il a également des connectiques haute vitesse et notamment du réseau à 10 gigabits. Donc parfait pour se marier par exemple avec la Freebox Ultra que j'ai testé il n'y a pas très longtemps ou pour ceux qui sont équipés d'un réseau à 10 gigabits. Alors pour info, ce NAS m'a été fourni par Asustor, donc c'est eux qui ont eu la gentillesse de me proposer de tester un NAS et j'ai choisi ce modèle-là. Ce modèle-là, il me paraissait être vraiment très intéressant à tester parce que je le trouve vraiment innovant puisqu'il propose donc beaucoup de ports NVMe et il propose également du réseau à 10 gigabits. Donc pour moi, c'est vraiment des fonctionnalités un petit peu avancées et qui pourra me permettre peut-être justement de modifier un petit peu ma façon de travailler, notamment avec les vidéos, puisque là je travaille un petit peu directement en local, après je fais des copies directement sur mon NAS parce qu'il n'est pas assez performant. Là l'idée ça va être de pouvoir travailler directement en live sur le NAS puisqu'on a vraiment des débits d'écriture très rapides et des débits d'accès avec le 10 gigabits vraiment intéressant. Donc ça va être vraiment très intéressant à tester et du coup je vais le tester vraiment en long, en large et en travers. Alors j'ai pas eu de consigne particulière au niveau du test de ce NAS, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible et essayer de le pousser dans ses retranchements si j'y arrive en tout cas. Concernant l'utilisation d'un NAS, comme je vous l'ai dit, de mon côté je possède déjà un NAS, mais celui-ci il est très vieillissant, il a plus de 5 ans, c'est uniquement des disques plateaux qu'il y a à l'intérieur, il a 15 Go de RAM, je crois qu'il a seulement 2 cœurs, il est vraiment limite en termes de performance. Donc aujourd'hui c'est uniquement pour du stockage et c'est vrai qu'il me manquait une solution vraiment performante et il va peut-être répondre à cette utilisation là. Alors au niveau de ma configuration réseau chez moi, donc j'étais chez Free avec la Freebox Ultra, mais pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, j'ai résilié. Je suis repassé chez Orange, mais Orange propose sur sa dernière Livebox, la Livebox 7, du réseau à 10 gigabits. J'ai également un Switch ZXL en 10 gigabits. Je suis donc équipé pour pouvoir accueillir ce NAS en 10 gigabits et pouvoir faire en sorte d'effectuer mes transferts en haute performance. Également sur mon PC, j'ai une carte réseau Intel en 10 gigabits également. Donc j'ai toute la chaîne de A à Z qui est prête pour accueillir ce NAS. Concernant le programme de cette vidéo, on va commencer par partir sur le site officiel de Asustor pour aller voir un petit peu la fiche technique. Ça nous permettra de voir un petit peu ce qu'il a sous le capot et comme ça on en saura un petit peu plus sur ce petit joujou. Ensuite donc je vous proposerai un unboxing du NAS et je vous le montrerai un petit peu en détail comme ça au niveau des ports, au niveau de ce qu'il propose esthétiquement, et après on fera le montage des disques NVMe directement à l'intérieur et vous allez voir il y a quelques petites surprises plutôt cool sur ce NAS. Et ensuite on fera le premier démarrage du NAS, on ira découvrir l'OS et après, une fois qu'on aura fait un peu le tour de l'installation, on partira faire des tests de performance, des tests de débit pour voir un petit peu ce qu'il a sous le capot en termes de possibilités de travail. Donc probablement ce que je vais faire, je vais monter cette vidéo que je suis en train de tourner directement depuis le NAS sur le réseau via DaVinci Resolve. Donc on verra un petit peu ce que donne les temps d'export, ce que donne la fluidité au niveau du logiciel. Bref, voir si on peut travailler directement en full réseau depuis ce NAS. Avant de commencer, vous avez l'habitude maintenant, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool à découvrir. Sur cette chaîne, j'essaye de partager mes passions, de partager mes connaissances. Bref, ici c'est une chaîne en gros de divertissement et d'apprentissage. Donc si jamais ces sujets-là autour de l'univers des geeks, ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Petit à petit, on s'approche des 13 000 abonnés. Donc le compteur continue de grossir et ça fait vraiment plaisir. Donc si vous voulez m'aider à faire grossir cette communauté, n'hésitez pas à vous abonner et au passage un petit like aussi, ça me fera plaisir. Également pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, j'ai un site internet que j'ai développé par mes soins et que j'alimente également par moi-même. Il s'agit de larevuegeek.com. Donc c'est un site que j'ai développé en PHP sous Symfony et où vous retrouverez des contenus un petit peu exclusifs par rapport à la chaîne. Il y a des articles d'actualité, il y a des trucs et astuces, il y a également des bons plans et vous trouverez également l'intégralité des
flux vidéo de la chaîne pour ceux qui ont un petit peu la flemme de partir sur YouTube. Bref, ce site il est fait pour vous. Il y a également un forum de discussion pour ceux qui ont besoin d'aide, etc. L'inscription c'est totalement gratuit, hein. Vous avez juste à vous inscrire, c'est assez facile et vous pourrez utiliser le site comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Également pour ceux qui préfèrent les applications, j'ai développé deux applications, une sur iOS et une sur Android pour pouvoir retrouver le contenu du site directement via une application. Donc ça se retrouve directement sur les stores respectifs et toujours pareil, c'est gratuit. Allez, parenthèse terminée, il est temps de se retrouver sur le site officiel d'Asus Store. Let's go! Voilà, on se retrouve donc sur mon ordinateur. Avant de partir sur la fiche produit, quelques mots à propos de la marque Asus Store. Alors pour ça, rien de mieux que le site officiel pour avoir des informations véridiques. Alors la marque Asus Store a été fondée en 2011, donc ça commence à dater un petit peu. Ils ont pas mal d'expérience maintenant dans leur domaine et certains l'auront compris, il y a un lien direct avec la marque ASUSTeK, donc qu'on connaît plus communément sous le nom d'Asus, qui propose des cartes mères, des écrans, etc. Bref, qui sont très connus dans l'univers de l'informatique et en gros ils sont principal investisseurs de la marque Asus Store. C'est tout simplement la contraction du mot Asus et du mot storage qui donne Asus Store et ils sont spécialisés dans des gammes de stockage, donc du NAS, du serveur cloud, etc. Voilà, on se retrouve enfin sur la fiche produit, donc sur le site officiel d'Asus Store. Donc voilà le modèle en question, donc c'est le Flash Store 12 Pro FS6712X. Donc voici les principales spécifications techniques. Donc on est sur du processeur Intel Celeron N5105 en 4 cœurs. Alors je ne sais pas ce que vaut ce processeur, en tout cas il a 4 cœurs, il y a bien 12 ports NVMe de disponibles. On est sur de l'Ethernet en 10 gigabits, hein, comme je vous l'ai dit. On a 4 Go de RAM DDR4, donc ça vous le verrez lors de l'unboxing, il y a des petites surprises là-dessus. Au niveau de l'USB, donc on a deux ports USB 3.2, on a donc une sortie HDMI, donc ça permet de sortir du coup directement de l'image, donc ça c'est un petit peu spécifique à ce NAS, puisque généralement j'ai pas l'habitude d'avoir une sortie vidéo sur des NAS. Il y a également une sortie SPDIF, donc pour avoir de très bonnes qualités sonores, donc ça va être intéressant pour ceux qui ont des applications musicales, pour faire du streaming en local, ça peut être plutôt pas mal. Donc il gère par rapport à toutes ces specs du transcodage matériel 4K, donc fluide, c'est là ce qu'il annonce, donc bien sûr il faudra tester tout ça, et il prend en charge le Wake on LAN, donc il peut s'allumer directement via le réseau. Donc également ici il y a des petits logos comme ça concernant des récompenses qu'il a obtenues, et vous avez le logo Plex et le logo Spotify, donc visiblement compatible avec ces applications, mais c'est assez logique. Donc là hein, forcément capacité, vitesse, etc. Donc ça c'est les petites infos qu'on a l'habitude de voir sur les sites. Donc là ils ont fait une petite vidéo, donc je vais pas la lire parce que je pense que ça va poser des soucis de droit avec YouTube, donc on va passer cette partie là. Alors point intéressant auquel j'avais pas forcément pensé, mais eux ils le mettent comme argument, vous allez pouvoir le transporter facilement dans un sac à dos, et vu que c'est pas des disques plateaux, c'est pas sensible aux vibrations, donc vous allez pouvoir facilement vous transporter votre NAS et faire directement vos copies par exemple de photos ou autres directement depuis le NAS. Alors honnêtement, je sais pas trop si c'est intéressant de se balader avec un NAS avec je sais pas combien de disques NVMe et également avec pas forcément la possibilité de le brancher, mais ça reste une possibilité. Si jamais vous allez chez des amis ou si vous allez dans la famille, vous pouvez transporter avec vous vos données assez facilement, plus facilement qu'avec un NAS de disque plateau qui est quand même assez lourd, assez galère à transporter et surtout qui est sensible au choc, donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors point également intéressant ici, ils annoncent que vous allez pouvoir bosser très facilement avec Final Cut Pro, puisque avec les performances de volet qu'ils proposent, vous allez pouvoir facilement le faire fonctionner. Donc bien sûr ça c'est à tester. Alors moi personnellement je travaille pas sur Final Cut Pro, je travaille sur DaVinci Resolve, et comme je vous l'ai dit, je vais monter cette vidéo là directement sous DaVinci Resolve via les fichiers directement hébergés sur le NAS, et on verra un petit peu ce que ça donne en termes de perf. Donc là pareil, ça va un petit peu avec ce que je dis, hein. Vous allez pouvoir directement travailler avec les suites Adobe également, donc forcément hein, si vous pouvez faire du montage vidéo, vous allez pouvoir faire du montage photo, Lightroom, Photoshop, etc.
Donc point intéressant ici, vous allez pouvoir stocker des jeux directement sur le NAS et vous y connecter via ISCSI. Alors ISCSI, c'est un protocole un petit peu spécifique qui permet d'avoir de très bonnes performances quand vous utilisez un disque réseau. C'est plus performant que si vous utilisez le classique SMB, donc le classique partage sur Windows. Là, ça va vraiment se connecter directement comme un lecteur en mode bloc en fait, et ça offre des performances que vous n'aurez pas forcément avec du NFS ou avec du SMB par exemple. Donc ça, c'est un très bon point. Donc je suppose que, comme on le voit ici, vous allez pouvoir le gérer directement dans l'OS qui est proposé par Asus, et vous allez pouvoir ensuite directement le configurer dans votre Windows ou dans votre Linux par exemple. Alors concernant les perfs théoriques en lecture et en écriture, ASUSTOR nous donne quelques chiffres. Donc sous Windows, en lecture et en écriture séquentielle via le réseau 10 Gigabit, en lecture vous atteindrez un peu plus de 1100 mégabits seconde et en écriture un peu plus de 1000 mégabits seconde. Alors concernant le refroidissement ici, donc vous le verrez, il y a quand même un beau refroidissement sur le dessous avec une ventilation, et il y a de l'aération, je pense, suffisante pour garder tout ça au frais. Bien sûr, à voir pour ceux qui mettront un peu plus de disques, les 12 disques, donc ils sont l'un sur l'autre, et à voir si effectivement ça peut pas provoquer peut-être des surchauffes, mais visiblement en tout cas sur le papier ça paraît plutôt pas mal. Alors ensuite, pour ceux qui veulent utiliser le NAS comme serveur un peu de diffusion pour de la musique haute définition, vous pourrez utiliser l'application Roon ou iRes Player directement depuis le NAS, et il y a une sortie SPDIF donc qui est disponible comme on l'a vu. Également bonne nouvelle pour ceux qui vont placer le NAS dans un bureau, dans une chambre ou un endroit où ils seront assez souvent présents, le NAS est silencieux. Il émet moins de 19 décibels, donc précisément 18,7 décibels. Alors ça, c'est assez logique puisqu'il n'y a pas de disque plateau, et croyez-moi, un NAS avec un disque plateau qui gratte, c'est l'enfer. J'en avais un dans ma pièce où je dormais, et je l'ai déplacé parce que ça me rendait fou. Donc là, vous n'aurez pas ce type de problème là, et peut-être même qu'il va émettre peut-être aucun bruit lorsque la ventilation sera arrêtée, peut-être lorsqu'il n'est pas sollicité. Donc ça, bien sûr, je vous le dirai en termes d'émission de bruit, si ça me paraît quand même assez cohérent. Donc là, bien sûr, on a du blabla au niveau du design, donc ça, c'est pas très intéressant. Donc là, ici, c'est à moitié traduit, donc j'ai pas trop compris le délire. Donc là ici, il propose du transcodage en 4K H265 10 bits, donc ça c'est quand même assez cool, donc ça va certainement bien se marier avec le Plex. Donc là maintenant on part sur la partie un petit peu plus applicative, puisque là il propose ASUSTOR Live, donc un propre centre de streaming pour directement diffuser sur vos médias préférés, donc ça c'est quand même cool. Il y a également ici pas mal d'applications centre de loisirs avec de la musique, de la photo, etc. Donc ça vous retrouverez bien sûr toutes les applications qui seront fournies, on fera le tour un petit peu là-dessus. Donc vous avez pas mal de sécurité, donc ça je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a du VPN, il y a du chiffrement, il y a pare-feu, il y a de l'antivirus, donc on sera quand même assez tranquille là-dessus. Ensuite, côté applicatif, à l'instar des autres marques, vous avez un système complet de télésurveillance où vous allez pouvoir gérer vos caméras IP directement dans une interface et pouvoir enregistrer les prises de vue, etc. Et vous pourrez gérer jusqu'à 44 canaux de caméra, donc c'est quand même plutôt pas mal, et vu qu'il est assez performant, ça devrait théoriquement marcher plutôt bien. Ensuite, vous avez un Snapshot Center, donc pour centraliser tous vos snapshots, donc ça également c'est plutôt pratique, c'est de fonctionnalités un petit peu plus, je dirais, pro, ça, entre guillemets. Donc ensuite ici vous avez Data Sync Center, donc visiblement pour faire des synchros avec les OneDrive, Google Drive, etc., Dropbox, donc ça aussi c'est des fonctionnalités généralement qu'on retrouve sur les applicatifs des différents NAS, donc c'est quand même bien de le proposer. Donc Cloud Backup Center, donc pareil, vous avez un système de backup qui prend en charge des grands hébergeurs, notamment Amazon S3, il y a du Google Cloud Storage, etc. Donc ça aussi, c'est des fonctionnalités un petit peu plus pro, mais c'est quand même cool d'avoir ça. Donc ensuite, vous avez Portainer pour ceux qui utilisent du Docker, donc ça également, c'est sympa d'avoir ça en place. Donc toujours pareil, des fonctionnalités un peu plus pro, entre guillemets. Donc il y a un petit assistant visiblement qui vous aide à gérer un petit peu la santé de vos disques, donc ça aussi c'est quand même plutôt cool pour on va dire ne pas se prendre la tête avec divers pannes, etc. Ça va certainement vous alerter dès qu'un disque commence à avoir peut-être des petits pets de travers, ça va vous aider à éviter de perdre des données. Donc vous avez tout un tas d'applications mobiles sur les différents
thématique, sur les différentes thématiques, hein, que ce soit les données, les photos, que ce soit les vidéos, que ce soit les caméras de sécurité, que ce soit les gestionnaires de téléchargement. Donc vous pourrez retrouver tout ça directement, je suppose, sur les stores respectifs, que ce soit sur Apple et sur Android. Et ici, donc sur l'OS, donc ça on le verra toujours pareil, hein, lors de la présentation de l'OS, vous avez un application center en fait où vous retrouverez des applications tierces où vous pourrez donc probablement installer des applicatifs supplémentaires. Donc ça aussi c'est assez cool pour pouvoir utiliser des services que vous avez peut-être utilisés sur d'autres NAS ou que vous utilisez peut-être sur un Raspberry Pi, etc. Vous allez pouvoir le centraliser ici. Par exemple ici je vois il y a du Nextcloud, il y a du Molotov TV, donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait un tour détaillé et complet des spécifications techniques de ce NAS. Il est temps maintenant de faire un petit unboxing et ensuite de découvrir le bébé à l'image, et vous allez voir, il est quand même assez joli. Allez, on va faire un petit tour d'horizon du produit maintenant qu'il est déballé. Donc voilà le bébé, hein. Il est plutôt joli au niveau de l'esthétisme. Ici on a une sorte de faux alu brossé ici, donc tout est en plastique, mais je trouve que le plastique il est quand même relativement quali, ça a l'air d'être assez solide. Au niveau du poids, sans être très lourd, ça pèse quand même un petit peu, l'air de rien. Ça va être quand même relativement bien stable. Alors, le design, il est assez sympa. On a l'impression d'être sur une forme un peu type console, un petit peu, par exemple, à l'image de la PS4. Donc, c'est assez esthétique. Et comme vous l'aurez compris, hein, c'est un NAS qui va se poser sur la partie horizontale. Donc, il est quand même assez fin. Et vu qu'il propose uniquement des disques NVMe, hein, forcément, pas besoin d'avoir un gros boîtier pour pouvoir faire fonctionner le bébé. Alors concernant la connectique, donc on va déjà faire un premier tour d'horizon là-dessus. Donc là ici en face avant on a un port USB 3 donc qui va nous permettre donc de brancher directement sur la face avant un disque dur externe par exemple, donc ça c'est quand même assez pratique. Sur la face arrière ici, donc on a le reste des ports ici, donc avec le port d'alimentation ici, on a un bouton reset pour réinitialiser le NAS. Ici donc on a un nouveau port USB 3 et ici donc assez inhabituel sur les NAS, on a une sortie HDMI, donc on va pouvoir faire sortir directement l'OS et l'image directement sur un écran, et ça c'est un petit peu différent par rapport au NAS qu'on a l'habitude de voir, puisque généralement c'est des choses qui se connectent uniquement sur le réseau, il n'y a pas d'affichage, uniquement un affichage sur un navigateur, et là il y aura probablement donc l'OS qui va être directement disponible depuis un écran, et ça c'est quand même cool. Vous l'aurez compris par rapport au format, c'est tout simplement quelque chose qui va se placer sur un meuble TV et où on pourra bénéficier de certaines applications directement sur notre télé ou sur un écran. Donc là ici, gros point fort ici, on a un port 10 gigabits Ethernet, donc ça c'est quand même bien pratique, c'est l'un des points forts pour tirer profit vraiment des performances des disques NVMe, hein. C'est tout l'intérêt d'avoir ce type de produit. Donc là ensuite on a deux autres ports ici USB 2, donc c'est pour ceux qui ont peut-être plus de périphériques à brancher. Et là, petit truc cool également pour les personnes qui ont un home cinéma et qui n'ont pas forcément de prise HDMI pour gérer tout ce qui va être Dolby, etc. Vous avez une sortie optique ici au niveau du son. Donc
outre le fait que ce soit un NAS, c'est visiblement également un boîtier multimédia qui va vous permettre non seulement de faire fonctionner toute votre bibliothèque multimédia sur le réseau, mais également via ce petit boîtier. Donc bien sûr, on testera tout ça. Alors ensuite, concernant les autres choses à mentionner sur le boîtier, donc là ici, vous avez un lot de LED ici disponible. Donc je ne sais pas exactement encore à quoi ça correspond. Je regarderai un petit peu à l'usage, on verra un petit peu. Alors ensuite, on va passer sur la partie du dessous, donc qui est importante ici. C'est ici vous avez la trappe probablement donc pour brancher les différents disques NVMe. Alors je vais le mettre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Et donc ici vous avez une ventilation principale qui va permettre de refroidir tout ça. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon au niveau du boîtier. Donc ici vous avez le petit logo Asustor qui est assez joli également. Voilà, donc c'est un beau produit, ma foi je suis assez satisfait de ce côté là. Ah oui, autre petit truc que je vous ai pas montré, ici il y a le bouton power. Donc voilà, comme ça vous pourrez l'allumer directement, il y a un bouton interrupteur pour ça. Alors concernant l'alimentation, vous l'avez probablement vu lors de l'unboxing, on est sous ce format là, donc c'est le format qu'on retrouve très souvent sur des ordinateurs portables. Donc vous avez un bloc d'alimentation principal, ici une prise pour y mettre une rallonge. La rallonge également elle vous sera familière puisque c'est les prises standards qu'on retrouve sur les PC fixes. Donc voilà l'embout qui vient se brancher ici, donc vous n'aurez pas de difficulté à le remplacer si jamais un jour il vient à être défectueux. Au niveau de la puissance de l'alimentation, on est sur du 90 watts, donc en gros vous aurez une alimentation de moins de 100 watts, donc on peut à peu près estimer à moins de 100 watts la consommation du NAS, ce qui est quand même assez maîtrisé, sachant qu'on peut y mettre jusqu'à 12 disques NVMe. Donc pour moi c'est quand même un point très positif. Également, autre point positif, c'est que ce type d'alimentation, si jamais elle vient à tomber en panne, vous aurez moins de difficultés pour la remplacer, pour trouver une équivalence, plutôt qu'avoir une alimentation intégrée au boîtier, et ça aussi c'est un point positif je trouve. Alors concernant les accessoires supplémentaires fournis à l'intérieur de la boîte, on a droit au strict minimum, pas de câble HDMI, pas de câble USB, on a uniquement un câble RJ45. Alors heureusement c'est de la catégorie 6, donc on va pouvoir profiter du 10 Gigabit avec ce câble, puisque le NAS, comme je vous l'ai dit, fait du 10 Gigabit, donc ça c'est quand même un point positif. Également donc fourni dans la boîte, vous avez une sorte de Rislan ici. Alors il n'y en a qu'un seul, je ne sais pas pourquoi il n'y en a qu'un seul, mais bon, il a le mérite d'être là. Et ensuite, pour terminer, vous avez une petite notice. Il n'y a pas 1 million de papier, il y a juste cette notice là, certainement l'essentiel pour pouvoir faire le montage. Donc d'ailleurs je l'utiliserai pour monter les disques NVMe qu'on va faire ensemble. Après ce petit tour d'horizon, place au montage des disques. Alors j'ai pas commandé 12 disques NVMe, excusez-moi, mais ça faisait un petit peu trop cher dans la note, mais par contre on va utiliser 2 disques NVMe de 2 Tera. Donc j'avais celui-ci, c'est de la récupération, c'est du Samsung 980 Pro en 2 Tera, et j'ai celui-ci donc que j'ai commandé donc pour pouvoir mettre 2 disques sur le NAS, pour pouvoir bien sûr tester du RAID. Donc c'est du Crucial T500, c'est une gamme pro, donc normalement en termes de perf on ne devrait pas être déçu puisqu'il propose du 7400 mégaoctets secondes. Donc je vais déballer tout ça et on va se retrouver directement sur la face du dessus pour faire le montage des disques et voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur du boîtier. Et maintenant place au montage. Étant donné qu'on va devoir retirer des caches, on va en profiter pour faire un tour complet de l'intérieur et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur au niveau de la carte mère et voir ce qu'on va pouvoir personnaliser. Alors pour commencer, on va passer sur la partie du dessous puisque c'est là que se trouve la plaque de fixation des premiers ports NVMe. Alors là ici j'ai mis un cache pour le numéro de série, c'est tout à fait normal. Donc là ici le cache il est fixé par 4 vis cruciformes, donc il suffit d'un tournevis cruciforme et le tour est joué. Donc vous retirez ces 4 vis là et ensuite on accédera directement au port NVMe. Hop, la dernière vis. Alors là ici, je ne sais pas si on le voit, mais il y a un petit témoin ici qui permet de vérifier si la plaque est correctement fermée. Donc ça c'est quand même assez pratique. Et donc si on suit ici le témoin, on va devoir juste faire glisser pour retirer la plaque. Et comme vous pouvez le voir, en fait elle est tenue, fixée par le branchement ici en USB. Donc en fait c'est la ventilation qui est connectée directement ici. Donc elle vient se glisser lors de la fermeture.
Alors là, une fois qu'on ouvre le petit bébé ici, donc on retrouve 6 ports NVMe ici. Il y a la pile pour la carte mère. Là-dessous, on peut voir un petit peu le processeur. Mais bref, ici, on a donc ce qui nous intéresse principalement, c'est 6 ports NVMe. Donc assez facile d'accès. Mais vous allez me dire, où sont les 6 autres ports puisqu'il possède 12 ports? Ils sont tout simplement sur l'autre face. Donc on va maintenant procéder au démontage du reste de la coque pour pouvoir accéder aux autres ports NVMe et voir un petit peu ce qu'on peut également modifier. Alors pour retirer la coque, donc le reste de la coque ici, il y a 2 vis de fixation ici, donc on va également les dévisser et on va pouvoir donc accéder à la suite. Alors forcément, j'ai pas encore 12 disques NVMe, donc là c'est juste pour vous montrer, j'en aurais pas forcément besoin. Mais vous allez voir qu'il y a un truc qui est quand même plutôt cool et je m'attendais pas à ça. Donc hop, on va retirer le cache. Donc là pareil, on fait glisser comme pour l'autre cache et là on a accès au reste de la carte mère. Voilà, donc une fois que le cache est retiré, on retrouve ici nos 6 ports NVMe qui nous manquaient de l'autre côté et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui vous a pas échappé ici, c'est la RAM. Et oui, elle n'est pas soudée, ça c'est petite surprise, je m'attendais pas à ça. On va pouvoir la remplacer ou ajouter une barrette supplémentaire ici. Donc par défaut, il y a 4 Go. Alors c'est de la DDR4 en 3200 et c'est de la SODIMM, donc de la mémoire pour ordinateur portable. Donc il vous suffira d'en ajouter si vous voulez augmenter la mémoire vive et ça c'est quand même un très bon point. Je m'attendais pas à ça, je me suis dit que 4 Go ça va peut-être être limite et finalement je vais pouvoir rajouter de la RAM pour améliorer les performances du NAS et ça c'est très positif. Donc je vais remettre le cache et on va se retrouver pour l'installation des disques NVMe de l'autre côté. Allez, je vais installer les disques NVMe maintenant. Je vous ai fait un gros plan, j'espère que vous y verrez bien. Donc là ici, vous venez directement placer cette partie-là de ce côté-là. Hop, on va enfoncer. Et ensuite ici, vous avez un petit loquet en plastique. On va le tirer vers la droite, comme ça. Et voilà, donc là c'est fixé. On va mettre le Samsung. Hop, donc même procédure ici. Et voilà, donc ça prend 2 secondes et vous pourrez comme ça aligner tous vos disques NVMe directement. Donc maintenant que c'est branché, il ne me reste plus qu'à remettre le boîtier et on va le mettre en route pour le premier démarrage. Allez, on s'attaque maintenant au branchement et à l'installation de l'OS. Donc pour ça, bien sûr, il y a la petite notice qui va bien, donc c'est quand même assez facile à brancher. Alors justement, concernant les branchements, malgré le fait qu'il y ait un port HDMI, il ne faut pas le brancher à une sortie écran pour installer le NAS. Il fonctionne directement via le réseau et ici, sur la dernière étape, vous avez l'URL d'accès pour pouvoir lancer l'installation et il y a également des flashcodes. Donc on va partir sur l'ordinateur, directement sur l'URL qui est précisée et on va lancer le process. Voilà, donc je viens d'allumer le NAS et je me suis rendu sur l'URL qui était précisée dans la doc. Alors premier point, déjà le NAS effectivement est très silencieux, il est quasiment juste à côté du micro et je l'entends presque pas. Donc ensuite concernant donc l'installation, visiblement donc il manque un grand absent là sur l'interface, c'est Linux, donc il faut a priori soit Windows soit macOS. Donc moi là je suis sur Windows, donc ça va pas me poser problème. Donc je vais récupérer l'utilitaire et on se retrouve lorsque je l'aurai téléchargé et que je l'aurai exécuté. Voilà, logiciel téléchargé. Donc c'est un fichier zip que j'ai extrait, donc l'exécutable est ici, on va le lancer et on va voir un petit peu comment se déroule le process puisque je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc là ici, hop, je bascule sur mon second écran, hop, ça aussi, sinon vous y verrez rien. Donc là, c'est un logiciel classique avec les fameuses étapes suivantes, donc créer une icône sur le bureau, ok, donc je fais installer. Hop, donc là ici, il va rajouter un périphérique. Donc on va faire installer et terminer et on va exécuter l'Asustor Control Center. Voilà donc Asustor Control Center, le petit utilitaire d'Asustor pour pouvoir initialiser le NAS et visiblement pouvoir gérer des mises à jour. Donc ça reste relativement basique. Après je pense que tout se passera directement sur l'OS. Donc ici on retrouve un tableau avec tous les NAS qui sont disponibles sur votre réseau. Donc là forcément j'en ai qu'un seul de chez Asustor. Alors vous pourrez retrouver le modèle, le numéro de série, l'adresse MAC. Donc ça je vais masquer les informations confidentielles. Ce qui nous intéresse ici surtout c'est l'adresse IP, forcément puisque c'est ce qui va nous permettre après d'accéder aux différents services. Alors si jamais vous ne le retrouvez pas, vous vérifiez vos connectiques sur le routeur, sur également le NAS et vous pouvez refaire un balayage pour le trouver et normalement il devrait s'afficher.
Pour l'initialiser, visiblement, il suffit de cliquer ici, ça va vous ouvrir une page du navigateur. Donc vu que ça tombe chez moi sur le mauvais navigateur, j'ai copié l'URL et on se retrouve sur l'URL d'installation. En lançant l'URL, vous devriez accéder à cette page-là. Donc c'est la phase d'initialisation de l'OS, donc c'est bien ce qu'on souhaitait. Donc là ici, bien sûr, attention, hein, qui dit initialisation dit effacement complet des disques. Donc faites attention, faites bien des sauvegardes, sinon tout sera perdu définitivement, ça va tout flinguer. Donc pensez bien à faire des sauvegardes si jamais les disques n'était pas vierge. Donc moi de mon côté c'est le cas, donc je vais pouvoir lancer l'initialisation. Alors là il y a plusieurs choix qui vous sont proposés, soit une mise à jour automatique d'ADM, donc ADM ça doit être l'OS de chez Asustor, initialiser le NAS ou mise à jour manuelle. Donc moi je vais faire une initialisation puisque je ne l'ai pas encore initialisé. Donc on va faire suivant ici. Donc là, forcément, on a les petites conditions générales. Donc si vous sentez de lire, hein, moi je me sens pas trop. Donc on va faire suivant. Donc ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Apparence lumineux, sombre, configuration en un clic, configuration personnalisée. Donc on va faire peut-être une configuration personnalisée, ça va nous permettre de voir un petit peu quels sont les réglages qui nous sont proposés. Donc on va faire suivant. Donc entrer le nom du serveur, donc je vais laisser le nom par défaut, comme ça je pourrais le changer après, on s'en fiche, c'est déjà proposé et je le retrouverai facilement comme ça. Donc je vais mettre entrer le nom du compte, donc on va mettre la revue geek, un mot de passe ici, donc hop, voilà, donc ensuite suivant, alors Belgrade, Bruxelles, voilà, ici on est bon, donc format de date 24 heures, utiliser les dates au format, donc moi je vais mettre jour, mois, année, je préfère utiliser ça. Donc veuillez choisir la méthode pour régler l'heure. Ouais, synchronisation MTP, donc on va laisser ça, ça c'est bon. Donc ensuite interface réseau LAN 1, obtenir automatiquement, donc on va rester en DHCP. Ensuite ici niveau de RAID, donc single, JBOD, RAID 0, RAID 1. Donc moi je vais me mettre en RAID 1 puisque c'est l'intérêt d'un NAS, hein, c'est de protéger ses données et ça sera quand même plus sécure puisque c'est du disque NVMe et généralement quand ça pète ça pardonne pas. Donc vous pouvez quand même si vous le souhaitez les utiliser en single, donc c'est vous qui voyez, mais c'est mieux quand même d'avoir une protection. Donc je vais me mettre en RAID 1 ici, on va sélectionner les deux disques. Donc là ici, voilà, on est sur une protection des données. On va se mettre, alors qu'est-ce qu'on a? On a de l'X4. Et ici, on a du BTRFS, donc qui prend en charge les instantanés. Donc je vais rester sur du BTRFS. On aura peut-être un petit peu moins de performance, mais on pourra faire des snapshots. Et ça, c'est quand même intéressant. Si jamais vous avez des sauvegardes à faire particulières, ça peut être quand même pas mal. Donc bien sûr, peut-être que si ça ne me convient pas, je testerai sur de l'X4, je verrai. Donc je vais confirmer. On va faire suivant. Donc il retrouve bien les modèles d'ailleurs des disques au passage. Et on va faire démarrer. Donc voilà, je le laisse tourner, donc je vous laisse directement et on se retrouve lorsque l'initialisation sera terminée et probablement qu'on pourra accéder à l'interface. Donc ça sera l'étape suivante, découverte de l'OS et voir un petit peu ce qu'il propose. Alors visiblement le process n'est pas terminé une fois que l'initialisation est terminée. Donc là il propose l'enregistrement du NAS, donc moi je vais mettre m'enregistrer plus tard, ça m'intéresse pas tout de suite. Et voilà, visiblement ça y est, c'est terminé. Donc là, il propose une mise à jour, donc je vais également faire la mise à jour, comme ça on verra un petit peu comment ça se passe. Donc on va faire mise à jour, on va le laisser faire et je le laisse tourner également. Donc je vous laisse également directement sur le process et on se retrouve lorsque la mise à jour sera terminée. Voilà, donc cette fois-ci, les phases d'installation sont terminées, donc on va enfin pouvoir découvrir l'OS et de ce que j'ai pu voir, il a l'air plutôt pas mal. Allez, il est temps à présent de se loguer, donc voilà la page de connexion, donc c'est une URL, hein. Ici si je quitte le mode plein écran, voilà un petit peu ce que ça donne, donc vous aurez l'URL ici avec l'adresse IP qui va bien, donc je me remets en plein écran, comme ça sera plus sympa pour la vidéo, donc je vais me connecter, donc c'est la première connexion au compte. Du coup, on va voir un petit peu quelles sont les choses à renseigner ou les choses qu'il va falloir faire lors de cette première connexion. Hop, alors normalement, ça devrait être le bon mot de passe. Voilà.
Alors là, avant de commencer, donc petit message de remerciement et ensuite donc c'est un petit point au niveau de la sécurité et notamment au niveau des ports HTTP. Par défaut, ils sont renseignés sur les ports 8000 et 8001, donc c'est des ports a priori qui sont plus ou moins par défaut qu'on peut changer donc par mesure de sécurité si on veut effectivement éviter que ces ports là soient directement attaqués. Je vais les laisser par défaut puisque c'est la configuration de base, mais bien sûr lorsque vous pencherez sur l'aspect sécuritaire, vous pourrez bien sûr les modifier à votre guise, tout va dépendre de vos paramètres de firewall, etc. Donc j'ai pris conscience de tout ça, je fais OK. Étant donné qu'on est sur le premier démarrage du NAS, vous avez ici un petit explicatif, un petit guide qui va vous aider à mieux comprendre comment fonctionne le NAS, donc très pratique pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser un NAS et également pour ceux qui ne connaissent pas l'interface Asustor, et c'est mon cas, donc ça va me permettre de me familiariser un peu plus rapidement avec l'interface. Alors on va commencer par démarrer. Alors cette première partie elle concerne les comptes utilisateurs, donc vous pourrez gérer plusieurs comptes utilisateurs, hein. Si jamais vous avez des personnes qui ont besoin d'accéder au NAS, vous pourrez créer d'autres utilisateurs qui seront indépendants de l'administrateur. Alors moi c'est pas mon cas pour le moment, donc je vais maintenant ici. Donc ensuite il y a un explicatif ici concernant l'explorateur de fichiers. Donc vous avez une petite application ici qui concerne l'explorateur de fichiers et c'est ici que vous allez pouvoir par exemple charger des documents depuis le navigateur. Bien sûr vous aurez des applications tierces également pour le faire. Vous allez pouvoir également gérer tout ce qui va concerner les dossiers, donc à l'intérieur des dossiers partagés. Vous allez donc pouvoir gérer les dossiers par défaut, etc. Donc ça je le verrai bien sûr à l'usage. Donc ensuite ici ça concerne la création de dossiers partagés. Donc les dossiers partagés, c'est ce qui va permettre d'accéder à ces dossiers directement, par exemple en tant que lecteur réseau sur votre Windows. Donc c'est des dossiers sur lesquels vous y aurez accès directement depuis le réseau. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc je vais mettre oui, je veux créer un dossier partagé. Donc on va cliquer sur l'icône ici, on va faire ajouter. Ici je vais mettre test. Ici je vais faire description, on va mettre test dossier partagé. Et ensuite donc le volume, il n'y en a qu'un seul puisque j'ai utilisé les deux disques pour créer un volume. Donc on peut le rendre invisible, mais là c'est pas le but puisque l'idée c'est qu'on y accède de manière visible et accessible sur le réseau, ça sera plus pratique. Activer la corbeille, donc ça c'est bien pratique puisque si jamais vous supprimez des fichiers à l'intérieur de ces dossiers partagés, en gros par défaut c'est automatiquement supprimé. Là vous allez pouvoir activer une corbeille, donc moi je vais l'activer, c'est plus pratique. Donc ensuite ici vous pourrez définir des droits d'accès, donc lecture seule pour tous les utilisateurs et lecture-écriture pour les administrateurs. Donc ça me va plutôt bien, donc je vais laisser comme ça. Et ensuite là ici accès refusé, donc on est sur des paramètres qui me conviennent également. Donc ici vous avez des protections supplémentaires qui sont intéressantes. Vous pouvez chiffrer le dossier, donc ça peut être vraiment intéressant, et vous pouvez autoriser également à activer l'écriture qu'une seule fois sur un fichier, c'est-à-dire que le fichier va être écrit et ensuite vous pourrez ni le supprimer ni le modifier. Donc c'est une protection par exemple pour des clés privées, etc. C'est des sécurités intéressantes, donc à vous de voir un petit peu l'usage que vous faites de ce dossier partagé. On va faire suivant, donc il y a un petit récap ici et terminé. Et voilà, donc mon dossier partagé, il est ici. Donc si on fait suivant, ok, donc on passe à la suite. Alors voulez-vous accéder aux fichiers sur ce NAS à partir de l'explorateur de fichiers Windows? Oui, je souhaite accéder sur l'explorateur Windows. Donc là ici, on mettra cette IP là directement sur l'explorateur. Ok, donc c'est expliqué, bon ça je le savais déjà. Avez-vous besoin d'accéder au NAS depuis l'extérieur de son réseau local? Alors non, c'est pas mon cas. Ça on verra comment on pourra faire peut-être dans une autre vidéo. Peut-être que là eux ils vont procéder via un DIN DNS, c'est un peu particulier. Mais en tout cas moi pour le moment je veux que ça reste vraiment local, privé. Donc ensuite, voulez-vous recevoir des notifications depuis ce NAS? Alors oui, ça serait bien pratique, mais il faut configurer les comptes Google, etc. Donc ça je le ferai directement de mon côté, donc je vais mettre non pour le moment. Donc ensuite ici, défenseur de réseau, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est, puisque visiblement c'est des sécurités supplémentaires, donc on va faire suivant.
Alors, veuillez activer la liste noire pour augmenter la protection. Donc, on va activer la liste noire. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Si jamais j'ai des soucis particuliers, je vous le dirai. Et voilà, le petit guide est terminé et nous voilà donc sur l'OS d'Asustor. Ma foi, il est plutôt joli. Donc maintenant, je vais creuser un peu tout ça. Je vais me familiariser avec l'interface et je vous présenterai ça de manière un petit peu détaillée. Forcément, magie du montage, vous allez le découvrir tout de suite après. Mais moi, je vais passer quand même quelques temps sur l'interface. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc j'ai testé la plupart des fonctionnalités et j'ai pris le temps de me familiariser avec l'interface. Alors cette partie, elle va être quand même assez dense parce qu'il y a énormément de choses à voir. Je vais essayer de faire les choses de manière structurée, mais bien sûr, vous pourrez directement aller sur les parties qui vous intéressent. Alors déjà, premier point, on va parler de l'ergonomie générale de l'OS puisque c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on se connecte. Comme on peut le voir, on est sur une sorte, je dirais, d'iPadOS au niveau de la présentation. C'est un peu similaire, en tout cas sur la partie icône, et l'OS ressemble quand même au niveau de l'ergonomie sur le reste des menus là-haut à ce que proposent les autres marques, notamment Synology que je connais plutôt pas mal. Alors là, au niveau des icônes, hein, c'est un petit peu pareil donc que sur iPadOS. Hein, vous pourrez comme ça les déplacer d'une icône à l'autre, mais vous ne pouvez pas les placer forcément où vous voulez. Donc pour les déplacer, vous faites comme ça et vous pouvez les placer à l'intérieur d'un répertoire comme ça. Vous pouvez bien sûr ici les redéplacer et les mettre où vous voulez. Hop, on va la remettre ici. Voilà, alors c'est pas aussi intuitif que sur iPadOS, mais ça reste largement, je dirais, bien foutu. Alors quand vous avez plus d'applications que ce que vous pouvez en mettre sur l'interface, vous avez un système de pagination assez classique et vous pourrez directement, soit par en bas, soit par la flèche là sur les côtés, naviguer d'une page à l'autre. Alors ça, c'est pour la partie interface, je dirais, au niveau des applications. Sur la partie haute ici, vous avez un menu principal où vous avez ici un petit raccourci avec le moniteur de tâches. Alors ça, on le verra un petit peu après, mais en gros, il y a un système de tâches qui tourne concernant certaines actions qui auront été exécutées sur le NAS. Donc vous le retrouvez d'ailleurs ici. Vous avez également ici donc un menu principal qui va vous amener sur les fonctions de redémarrage pour éteindre le NAS, pour vous déconnecter de la session. Il y a également le compte personnel, donc le compte utilisateur que vous pourrez peaufiner ici. Ici, donc là, il n'y a pas de notification, mais il y a un système de notification pour voir s'il y a par exemple des incidents ou des événements particuliers qui s'est produit sur le NAS. Ensuite ici vous avez un système de widgets. Alors il n'y a pas énormément de widgets, finalement il n'y en a que 4 ici de disponibles, donc j'ai mis les 4. Voici à quoi ils ressemblent. Donc c'est moniteur d'activité au niveau CPU, mémoire et au niveau du débit LAN ici. Vous avez ici donc les utilisateurs en ligne, donc très pratique pour voir si vous avez des utilisateurs indésirables qui se connectent ou pour suivre un petit peu l'activité du NAS. Vous avez ici la gestion du stockage, donc ça très important pour voir la saturation du stockage et la santé également de vos disques. Et ici vous avez le rapport de log ici important qui viendrait se mettre ici en cas de problème. Donc vous avez ici un petit moteur de recherche donc qui permet de rechercher à l'intérieur des applications. Donc bon, il a le mérite d'exister, je ne sais pas si c'est très utile sur un NAS, mais c'est là. Et enfin, pour terminer ici, donc vous avez un raccourci vers les préférences. Donc c'est ici que vous allez pouvoir piloter toutes les fonctionnalités de votre NAS hors application. Donc ici, vous allez pouvoir gérer les paramètres généraux, le réseau, vous allez pouvoir gérer les mises à jour, les utilisateurs, les ouvertures de ports, les différents services. Donc bien sûr, tout ça, on le verra au fur et à mesure de cette partie-là de la vidéo. Concernant l'interface, un petit point que je ne vous ai pas mentionné au niveau de l'interface ici avec les icônes, le clic droit est activable ici et vous allez pouvoir ici directement faire des tris de dossiers en fonction des noms, en fonction des dates. Vous allez pouvoir ici aussi mémoriser en fait en prenant des clichés le positionnement des icônes et pouvoir les restaurer si besoin. Donc vous faites comme ça et vous allez ici en fait directement mémoriser les icônes ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour déjà sur la partie interface. Donc maintenant on va aller voir les réglages et voir un petit peu ce qu'on peut paramétrer dans la partie réglages et on fera au fur et à mesure les différentes parties des préférences du NAS et ensuite on parlera un petit peu du côté applicatif puisqu'il y a pas mal d'applications que j'ai installées, que j'ai testées et qui pourraient vous intéresser. À présent on passe à la partie réglages. Donc on va cliquer sur l'icône et ça nous ouvre une fenêtre
et c'est vraiment bien foutu, hein, ça fonctionne un petit peu comme un système d'exploitation. Donc vous allez pouvoir déplacer comme ça la fenêtre directement sur l'écran et vous allez pouvoir même l'agrandir, la réduire, la mettre en plein écran et vous avez même ici la petite icône sur la barre des tâches pour pouvoir accéder à l'application lorsque vous avez plusieurs fenêtres d'ouvert. Donc c'est vraiment très très cool au niveau, je dirais, de l'ergonomie, donc c'est assez bien foutu. Donc là ici au niveau de la partie générale, donc vous allez retrouver les paramètres système de base au niveau de l'accès à l'interface, donc notamment ici le port HTTP. Donc là c'est sur le 8000 par défaut et 8001, donc bien sûr il faudra le modifier après par un port un petit peu plus personnalisé, ça rajoute une couche de sécurité. Vous allez pouvoir choisir ici la durée de déconnexion automatique lorsque vous êtes connecté à l'interface. Ici, concernant la page de connexion, vous allez pouvoir la personnaliser, changer le fond d'écran, changer également la petite image. Vous allez également pouvoir personnaliser l'affichage de l'heure, l'affichage du modèle du NAS, donc tout ça, ce qui est affiché ici, vous allez pouvoir l'afficher ou le désafficher et vous allez pouvoir également afficher ou non un raccourci d'application, donc c'est quand même assez intéressant. Concernant la partie vidéo ici, donc vous allez pouvoir forcer le fait que votre navigateur va demander, en fait, à chaque fois que vous accédez à une vidéo qui n'est pas compatible, demander la confirmation de transcoder en gros les vidéos qui ne seraient pas compatibles pour qu'elles puissent passer directement sur le navigateur. Ensuite ici sur la partie mode média, ça va intéresser les personnes notamment qui utilisent Plex par exemple. Vous allez pouvoir activer le transcodage Intel Quick Sync, donc qui est une fonctionnalité visiblement qui doit peut-être améliorer le transcodage. Alors personnellement je la connais pas, je l'ai pas utilisé, mais vous pouvez l'activer ici. Donc ensuite ici vous avez une partie réseau qui reste assez minimaliste, mais il y a je dirais l'essentiel. Donc vous allez pouvoir régler la passerelle, le nom du serveur. Vous allez pouvoir changer les serveurs DNS et vous pouvez gérer l'IPv6. Donc dans la partie interface réseau, donc là c'est quand même assez cool, c'est que vous allez pouvoir ici gérer du VPN et il gère quand même des protocoles assez intéressants comme l'OpenVPN et le WireGuard. Donc ça c'est quand même assez cool. Alors pour le WireGuard, il fallait installer une petite application supplémentaire et là c'est nickel et il gère donc également le PPTP. Donc ensuite ici vous avez également une partie proxy pour ceux qui l'utilisent. Alors ensuite vous avez ici les options régionales avec la langue, etc. Donc ça c'est pas trop intéressant. Donc ici sur la partie matériel vous allez pouvoir piloter, donc comme son nom l'indique, la partie un petit peu plus hardware du boîtier, notamment l'affichage des LED, l'affichage des petits diodes également qui sont sur le dessus avec je dirais le fait quand les disques travaillent que ça clignote, également pareil pour le LAN, pour l'alimentation. Vous allez pouvoir ici gérer l'alarme système, donc celle qui émet un bip lorsque vous allumez ou vous éteignez le NAS ou quand il y a une erreur de disque, donc ça vous pouvez le désactiver si ça vous gave, donc c'est quand même intéressant. Vous avez ici également donc le contrôle de l'énergie où vous allez pouvoir gérer la durée pendant laquelle les disques vont devoir hiberner, c'est-à-dire que là par défaut c'est défini à 30 minutes, donc au bout de 30 minutes vos disques vont se mettre en hibernation. Vous pouvez activer la journalisation de cette hibernation pour suivre un petit peu si tout s'est bien passé. Ici, donc au niveau de l'alimentation, vous allez pouvoir activer un mode EUP, donc visiblement c'est un mode qui permet de respecter les règles de l'Union européenne. Alors je ne sais pas si du coup ça va pas pomper un petit peu de la ressource en réduisant, je dirais, les fréquences CPU, donc je ne vais pas l'activer. Et ensuite ici vous avez le Wake on LAN qui est activé par défaut, que vous pourrez donc désactiver ou activer à votre guise, et vous pourrez donc allumer automatiquement le NAS sur certains jours que vous réglerez via un calendrier. Autre point également intéressant, vous allez pouvoir gérer ici la vitesse de ventilation sur basse, moyenne ou haute. Donc vous n'avez pas une gestion des rotations par minute, c'est vraiment par palier où vous avez le mode auto. Donc moi je vais le laisser par auto. Donc ensuite ici, système de notification, donc on l'avait vu lors de l'introduction tout à l'heure. Donc là vous allez pouvoir définir des systèmes de notification par email, par SMS, par notification push, soit par application, peut-être via Telegram ou WhatsApp. Donc tout se gère ici, donc ça va gérer les comptes SMTP, etc. Donc là je ne vais pas le régler ici, hein, c'est un petit peu technique. Et vous pourrez ici gérer sur quel destinataire vous allez gérer les notifications en fonction de type de notification. Si c'est de l'info, de l'avertissement, du critique, donc ça très cool. Par exemple, pour pas être dérangé systématiquement, vous pourrez gérer que du critique par SMS et pour tout le reste vous le ferez par email.
Donc puisqu'on est sur la partie un petit peu plus sécurité, il y a également ADM Defender ici qui permet de gérer ici en gros tout le système de liste blanche, liste noire. Il y a également ici un système de liste grise avec un service externe, donc qui est probablement payant, c'est Abuse IPDB, donc qui est en gros une base d'IP pourrie qui va vous protéger. Alors ça c'est surtout utile quand on y est, quand on a un accès sur l'extérieur. Pour l'instant moi c'est pas mon cas, donc il reste vraiment sur le réseau local, mais c'est quand même bien d'avoir ces fonctions là. Donc ensuite ici vous avez la partie pare-feu, donc ça c'est assez classique sur les NAS, vous allez pouvoir fermer tous les ports et ouvrir que ceux qui sont nécessaires. Ça reste quand même recommandé, mais vu qu'il y a pas mal de ports à gérer, il faut quand même se pencher sur la question pour voir un petit peu quels sont les ports nécessaires, puisqu'il y a pas mal de services externes, notamment des trucs de vidéo et tout, où il y a pas mal de ports que je connais pas de tête comme ça. Donc ça, je le ferai probablement plus tard. Donc vous avez également un gestionnaire de certificats, donc ça aussi c'est assez classique sur les NAS, donc par défaut il y a celui d'Asustor, mais vous pourrez donc gérer du certificat SSL ici si vous avez besoin d'avoir ce certificat pour accéder sur le navigateur sans avoir d'avertissement de sécurité. Donc ici vous avez le gestionnaire de mise à jour, donc assez classique, assez bien foutu, vous pouvez les automatiser, donc ça se gère assez bien, il fait la mise à jour, il redémarre et c'est à jour, donc c'est ce qu'on a fait lors du démarrage du NAS d'ailleurs. Donc ici vous avez un gestionnaire de corbeille réseau. Alors ça c'est un petit peu particulier, peut-être que certains ne le savent pas, mais quand vous êtes sur le réseau par défaut il n'y a pas de corbeille, c'est-à-dire que lorsque vous supprimez un fichier il est totalement supprimé. Donc il est recommandé de l'activer et cette corbeille réseau elle se vide pas toute seule par défaut, donc vous allez pouvoir ici définir en fait le fait de pouvoir la vider, de manière automatique. Donc toutes les règles concernant la corbeille se trouvent ici. Donc pour la vider par exemple vous pouvez faire hop, appliquer et ça va vider toutes les corbeilles présentes dans les différents dossiers partagés. Vous pouvez planifier donc le vidage de corbeille ici. Vous pouvez régler également par taille de fichiers, etc. Donc c'est assez bien foutu. Ensuite ici il y a une partie planification, donc ça aussi très intéressant. Vous allez pouvoir définir des heures de pointe pendant lesquelles toutes les tâches d'arrière-plan seront désactivées, comme par exemple la création des miniatures, des images, si vous allez mettre des photos, etc. Donc ça c'est très très cool. Si par exemple vous avez une utilisation intensive, par exemple le dimanche en journée, vous allez pouvoir activer comme ça la désactivation de ces tâches d'arrière-plan. Très intéressant ce point là, et donc si vous voulez les remettre comme ça, vous faites comme ça. Donc ça je peaufinerai en fonction de mon usage et vous allez pouvoir ici le gérer de manière un petit peu plus rapide. Voilà, et vous avez ici mise à jour automatique des informations sur le disque. Donc ça aussi c'est assez intéressant puisque vous allez pouvoir gérer le fait de mettre à jour les informations smart, notamment au niveau des disques, pour être informé s'il y a des pannes ou autres à venir. Ensuite ici on a la partie EZ Connect, donc ça c'est des parties que j'utiliserai pas, c'est des parties qui permettent d'accéder depuis l'extérieur au NAS, mais je fais pas trop confiance au système, je dirais propriétaire. Même principe ici, ça concerne la partie DynDNS, donc ça va être exactement la même logique. Je vais pas le configurer en DynDNS puisque moi j'ai une IP rotative au niveau de chez Orange, donc l'IP change à chaque fois, mais j'utiliserai donc comme je vous l'ai dit un VPN. Et donc là pour ceux qui ont un routeur, vous allez pouvoir ici le gérer également ici. Donc ici vous avez la restauration usine pour tout remettre à zéro et l'enregistrement ici du NAS directement pour certainement la garantie, etc. Donc voilà pour la partie réglage. Donc ensuite ici on va suivre les choses de manière un petit peu structurée. Donc ici c'est contrôle d'accès suivant qui est à voir. Donc contrôle d'accès se trouve ici. Donc on va ouvrir ici les paramètres. Donc c'est ici que vous allez pouvoir gérer les utilisateurs locaux. Vous allez pouvoir gérer les groupes également. Donc ça fait référence certainement au système Linux qui doit être derrière. Donc il y a un système d'utilisateurs et de groupes. Ça fonctionne aussi comme ça sur Windows, mais c'est un petit peu présenté différemment. Là ensuite, donc vous avez les utilisateurs Active Directory et LDAP. Vous avez ici donc pareil les utilisateurs et les groupes, et ensuite ici vous avez les dossiers partagés. Donc c'est ici que vous allez pouvoir les gérer directement, les autorisations avec les dossiers partagés. Vous avez lecteur virtuel, dossier CIFS, et vous avez également les privilèges d'application. Donc vous allez pouvoir en gros gérer des privilèges par application. Donc c'est quand même assez poussé de ce côté-là. Vous avez même, quand vous activez les différents services NFS, etc., la possibilité donc de gérer
l'accès aux applications directement via les différents services de partage de fichiers. Donc ça, c'est assez complet de ce côté-là. Donc je ne vais pas creuser dans le détail, vous avez compris l'idée. Ça reste assez complet, le gestionnaire de contrôle d'accès sur l'OS de Asustor. À présent, on va passer à la partie service. Donc je dirais que ça, c'est une partie très importante puisque c'est tous les services qui sont gérés nativement par le NAS et c'est les trucs dont on a besoin lorsqu'on a un NAS. Sans ces fonctionnalités-là, le NAS devient tout simplement inutilisable puisqu'on a besoin d'accéder aux fichiers via le réseau. Alors l'une des utilisations principales, ça va être l'ESMB, donc le partage de fichiers Windows pour y accéder facilement directement depuis votre PC sous Windows. Donc il faut activer ce service-là avec le groupe de travail que vous utilisez sur votre Windows. Donc vous pouvez ici activer donc WS Directory, vous pouvez ici activer le support de Time Machine, vous avez ici la gestion des différents protocoles et vous avez ici différentes options que vous verrez en fonction de votre besoin. Donc au même principe que vous avez le système de réseau de Windows, vous avez également celui de Mac ici, donc avec AFP. Vous avez ici celui qui est un peu plus classique sur Linux, le NFS, qui n'est pas activé par défaut. Vous avez ici la possibilité d'utiliser un serveur FTP, donc ça c'est très pratique si vous avez par exemple des besoins spécifiques au niveau FTP, des applications qui se connectent via FTP. Donc ça, vous avez donc le protocole qui peut être activé. Vous avez ici dans la partie avancée la possibilité d'activer le SSL sur le FTP donc pour ajouter une couche de protection. Sur le port passif, vous allez pouvoir spécifier des ports spécifiques, donc ce qui va vous permettre d'utiliser votre firewall, de fermer donc tous les ports et de sélectionner vraiment certains types de ports. Donc ça, je l'utilise régulièrement ça sur des serveurs web. Également ici, donc vous avez le service WebDAV. Vous avez ici le serveur web. Ici, vous avez la partie terminal, donc vous pouvez activer donc, le service SSH. Par défaut, il n'est pas activé. Donc, pour accéder au terminal depuis l'extérieur, il faudra activer ce service-là. Et bien sûr, changer le port 22, ça sera quand même assez intéressant. Vous avez donc le service R5, donc ça très pratique pour faire des synchros de fichiers, par exemple entre deux NAS ou entre un NAS et un serveur directement en ligne de commande. Donc, ça peut être assez intéressant. Ici, serveur TFTP, donc ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, j'en ai jamais trop eu l'utilisation, donc je regarderai un petit peu, ça peut être intéressant. Ici, donc vous avez le protocole SNMP, donc ça, c'est pour faire du monitoring des différents services, donc il gère le protocole SNMP si jamais vous avez un service de monitoring. Ici, vous avez du SFTP. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre la partie ici, activer aussi le service SFTP. Alors, c'est peut-être redondant puisque ici, il est coché. Alors, peut-être que ça se coche automatiquement. Donc, vous avez un onglet spécifique pour le SFTP et ici donc vous avez un reverse proxy également qui est paramétrable. Donc ici vous pouvez créer un nouveau domaine proxy et vous allez pouvoir le gérer pour faire donc ensuite tourner des services qui nécessitent un reverse proxy. Alors maintenant qu'on a fait le tour sur la partie préférences et réglages, on va faire le point sur la partie applicative puisque c'est un point important sur un NAS. Et donc sur le NAS Asustor, il y a pas mal d'applications natives qui sont préinstallées et qui sont vraiment essentielles pour une bonne utilisation de votre NAS. Alors bien sûr, vous pourrez installer des applications tierces. J'en ai installé pas mal d'ailleurs. Vous pourrez également installer des applications développées par Asustor mais qui ne sont pas forcément préinstallées par défaut. Donc tout ça, ça va se gérer via l'application App Central qu'on verra dans une deuxième phase. Alors pour commencer, on va voir les différentes applications, qu'est-ce qu'elles peuvent nous proposer. Comme ça, vous pourrez un petit peu vous familiariser vous aussi avec je dirais les fonctions de ce NAS. Alors pour commencer, on va voir la partie information système. Donc c'est une application vraiment basique où vous aurez les informations essentielles de votre NAS, notamment au niveau du CPU, de la mémoire vive, du numéro de série, la température au niveau matériel, la rotation, la vitesse de rotation du ventilateur, donc la version de l'OS, bref tout ça, ça se gère ici. Vous avez le même récap pour la partie réseau, donc je ne vais pas m'éterniser également. Vous avez une partie journalisation ici où vous pourrez rechercher dans l'historique tous les événements qui sont produits dans les logs, donc ça c'est intéressant. Et vous avez une partie ici utilisateur en ligne pour contrôler un petit peu qui est connecté, pour suivre vraiment l'activité de votre NAS. Donc ça, je dirais, c'est quand même assez intéressant. Ensuite ici, assez classique sur les NAS, vous avez une application moniteur d'activité qui permet de suivre en temps réel l'utilisation de votre NAS en termes de CPU, mémoire, réseau et disque. Et vous avez des onglets dédiés pour chacun des postes ici. Et si jamais vous avez des lenteurs ou des problématiques peut-être de performance, vous pouvez aller jeter un œil ici pour voir s'il n'y a pas des choses anormales. Et si vous voulez rentrer dans le détail, vous avez une partie processus où vous avez la liste
liste de tous les process ici qui sont en cours d'exécution et vous avez respectivement les consommations CPU et mémoire. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Vous avez également l'utilisation de disques, une sorte de graphique avec les différents usages et également l'espace libre en violet. Donc ça permet de suivre également l'utilisation ici et vous pouvez activer l'historique de l'utilisation et vous pouvez même ici activer un service de notification si jamais vous dépassez un certain seuil de pourcentage d'utilisation. C'est que peut-être il y a quelque chose d'anormal qui se produit et vous pouvez être notifié. Donc c'est quand même aussi assez intéressant. Donc ensuite ici on passe à la partie sauvegarde et restauration. Donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris, c'est pour faire des sauvegardes de votre NAS et pour également restaurer celui-ci. Donc vous allez pouvoir créer des tâches de sauvegarde sur différents protocoles. Donc soit ici directement sur un NAS Asustor, je dirais en échange avec un autre donc de la même marque directement, où vous pourrez utiliser un serveur compatible R5. Donc ça c'est le protocole qu'on a vu tout à l'heure dans les préférences, que vous pouvez activer ou pas, hein. C'est assez fréquent sur du Linux. Vous pouvez le faire sur du SMB, sur du FTP, vous pouvez faire une sauvegarde interne sur un répertoire interne, sauvegarde externe probablement sur un périphérique externe, disque dur externe, etc. Et vous avez ici des paramètres supplémentaires ici si vous voulez sauvegarder vos réglages. Donc ça se règle ici. Vous pourrez donc bien sûr restaurer les différentes infos en fonction de vos besoins. Ensuite ici, donc en parlant de périphérique externe, ben, le voici ici. Donc ici vous allez pouvoir gérer disque dur externe, imprimante, du Wi-Fi, donc pour mettre une clé Wi-Fi externe, onduleur, Bluetooth, lecteur optique, donc c'est quand même assez complet de ce côté-là. Donc tout se gère ici, donc moi j'ai pas branché quoi que ce soit, donc forcément on voit rien, mais voilà, vous allez pouvoir brancher différents éléments ici. Donc ensuite ici, explorateur de fichiers, donc ça c'est un des points je dirais un petit peu névralgique du NAS, hein, forcément, le stockage de fichiers. Alors moi j'ai placé quand même quelques fichiers à l'intérieur, donc on le verra dans la partie un petit peu plus applicative et surtout sur la partie test. Donc j'ai mis quelques films, j'ai également mis quelques musiques pour pouvoir tester les applications. J'ai également téléchargé ici une ISO de Debian, donc avec l'application Download Center, donc on va la voir un petit peu après. Donc ici, vous allez pouvoir naviguer assez facilement. Alors ce qui est cool ici, c'est que vous avez toutes les sauvegardes des différents dossiers partagés. C'est assez pratique d'avoir ça là. Je trouve ça plutôt bien. Et donc comme on l'a vu sur l'intro ici, hein, c'est ici que vous allez pouvoir créer des dossiers partagés. Donc voilà, hein, j'ai rien à dire de particulier sur cette partie-là. Elle est assez bien foutue, assez claire. Donc de ce côté-là, on est bon. Ensuite ici, on passe sur une application bien pratique qui s'appelle Snapshot Center, donc qui permet, comme son nom l'indique, de gérer des snapshots, de pouvoir en créer, de pouvoir les supprimer. Donc sur votre NAS et également sur les partitions ISCSI, l'une que vous aurez créée. Donc ça, c'est possible grâce au système de fichiers BTRFS que j'ai choisi à l'installation. Donc si vous êtes sur de l'Ext4, vous ne pourrez pas le faire. Donc là, par exemple, j'avais créé un snapshot ici, donc je vais le supprimer ici et je vais vous montrer hein, lorsqu'on crée un snapshot comment ça fonctionne. Donc là ici vous faites ça, je vais mettre test, je le verrouille pas ici, je vais faire OK, vous allez voir c'est très rapide et donc je vais pouvoir, si je le souhaite, restaurer directement les données depuis cet horaire là, depuis ce snapshot là, et ça c'est quand même assez pratique. Donc ensuite ici vous avez gestionnaire de stockage, donc ça concerne vraiment toute la partie stockage, partition, RAID, etc. Donc là ici vous avez les différents slots de votre NAS, donc là ici on peut bien voir que j'utilise les slots 1 et 2 avec les deux disques NVMe que j'ai installés, et ici donc on a les 12 autres ports qui sont disponibles. Là ici vous avez l'état de votre volume, donc ça listera probablement tous les volumes si vous en avez plusieurs, et on voit ici hein, qu'il est en sain, donc que tout fonctionne correctement, il n'est pas en dégradé. Donc là ici dans le volume on a le détail ici au niveau du RAID, donc vous allez pouvoir ici gérer si vous avez plusieurs disques NVMe du RAID 5 par exemple, et donc là ici vous avez le détail donc du stockage en termes de capacité. Ici vous avez vos deux disques ici avec l'état de synchronisation et l'état de santé donc qui est à bon. Et ensuite ici, donc sur la partie disque, vous retrouvez le détail de vos disques ici avec l'état de santé de manière un petit peu plus détaillée. Si vous allez dans statut, vous verrez vraiment plus loin le détail de vos disques avec la température, etc. Donc ça c'est des informations vraiment, je dirais, système, et tout est géré automatiquement par le logiciel du NAS. Donc ensuite ici vous avez
ici le ICSI et ici les partitions ICSI Lune. Donc ça, vous pourrez le gérer ici également dans la partie gestion de stockage. Donc ensuite, puisqu'on est dans la partie un petit peu matériel et diagnostic, ici vous avez Docteur Asustor, donc qui permet de fournir un diagnostic complet de votre NAS, pas seulement matériel, mais également logiciel, avec la vérification des mises à jour ou autres. Donc vous avez vraiment, je dirais, un bilan de santé de votre NAS et qui vous permet, je dirais, de limiter les risques. Ici, comme on peut le voir, j'ai un risque moyen parce que, par exemple, j'ai pas défini de sauvegarde externe ou de sauvegarde, en tout cas, de mon disque. Donc ça fait abaisser un petit peu la note au niveau du NAS. Pareil ici, hein, il n'a pas trouvé d'instantané programmé, donc ça, il faudra le programmer pour enlever ici les petits avertissements. Ensuite ici, vous avez l'application EZ5 Manager, donc c'est l'équivalent d'un OneDrive mais privé que vous utiliserez directement sur votre ordinateur et qui permettra de gérer de la synchro avec des dossiers. C'est comme Dropbox, comme OneDrive, mais directement sur votre PC depuis votre NAS. Donc c'est lui qui va gérer ce service-là. Donc voilà, vous avez quelques réglages ici. Je ne vais pas faire le tour puisque je ne l'ai pas vraiment utilisé encore, hein, j'ai pas assez de recul là-dessus. Mais ça a le mérite d'exister et ça c'est quand même assez intéressant. Alors ça, ensuite on passe dans le Download Center. Donc ça, je sais que c'est un point qui intéresse pas mal de personnes, ce genre de fonctionnalité là. Alors moi j'ai testé sur de l'ISO Debian, ça a fonctionné nickel, hein. Je peux ajouter directement ici via le plus un torrent et ça lance directement le téléchargement à l'intérieur du NAS. Donc c'est assez bien foutu, ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez aussi télécharger directement des fichiers via des URL. Si par exemple vous avez, je sais pas, des fichiers à télécharger, des images ou autres, vous allez pouvoir directement les récupérer ici. Vous pouvez même gérer plusieurs URL et vous pouvez définir un dossier de destination. Franchement, ça fonctionne assez bien. Je suis assez satisfait là-dessus. Donc pareil, j'ai pas encore de recul suffisant pour voir s'il y a des trucs qui pourraient mieux fonctionner, mais en tout cas sur ce que j'ai testé, ça fonctionnait assez bien. Ensuite ici, donc ça va concerner les personnes qui font du développement web. Ça c'est ma partie, hein, puisque je suis développeur web et c'est assez intéressant. Alors même si je préfère faire les choses un petit peu maison directement sur une machine virtuelle, vous avez un truc un petit peu tout fait ici. Vous allez pouvoir définir un serveur web, installer Apache ou installer Nginx et vous allez pouvoir ici directement créer votre serveur web ici. Vous allez configurer vos virtual hosts et vous allez pouvoir ici activer différentes versions de PHP. Donc tout est implémenté là et donc vous allez pouvoir en gros héberger vos services web directement depuis votre NAS. Alors forcément, par exemple pour les personnes qui ont de la fibre ou qui ont des bons débits en upload ou même en download, hein, de toute façon, vous allez pouvoir peut-être même héberger votre propre site web si jamais vous avez un accès depuis l'extérieur. Donc c'est quand même assez cool de proposer ce genre de fonctionnalité là à l'intérieur du NAS et de manière assez facile à utiliser par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser directement, par exemple en ligne de commande ou autre. Là c'est quand même assez cool. Alors moi personnellement j'aime bien bidouiller, j'aime bien faire ça comme je vous l'ai dit depuis des machines virtuelles ou peut-être depuis des containers, depuis des dockers. Donc moi c'est plutôt l'utilisation que j'en ai pour habitude, mais pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête, vous avez ce service là. Ensuite ici vous avez deux applications un petit peu analogues puisqu'elles font référence à du stockage et à du service cloud. Vous avez Cloud Backup Center ici qui permet de faire de l'externalisation de données, donc faire du backup ou sauvegarder des données depuis des services de stockage externes, notamment Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud Storage. Je les connais pas tous, hein, il y a pas mal de fournisseurs ici, il y a également du SFTP, il y a du WebDAV. Donc ça, vous allez pouvoir directement externaliser certains fichiers ou certains dossiers sur des services tiers. Également ici, donc vous avez Data Sync Center, donc là ça concerne plutôt les services cloud qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit OneDrive, Dropbox ou Google Drive. Vous allez pouvoir les centraliser depuis votre NAS pour pouvoir les utiliser directement à l'intérieur plutôt que de les utiliser par exemple depuis votre ordinateur ou même en parallèle, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est quand même assez cool puisqu'il est compatible avec les principaux, hein. Pour moi c'est vraiment les principaux, c'est Dropbox, OneDrive et Google Drive qui sont vraiment les plus utilisés et du coup vous allez pouvoir les rattacher directement via l'application Data Sync Center. Donc là je pense qu'on a fait un tour des applications natives. Donc moi j'ai installé des applications supplémentaires, donc on va partir sur l'app centrale pour voir un petit peu quelles sont les applications qu'il propose et je vous ferai découvrir les applications essentielles que j'ai installées et qui pour moi sont vraiment intéressantes de découvrir. Bien sûr je ne vais pas toutes les installer, il y en a des centaines. L'idée ici c'est de proposer les principales, donc pour de la vidéo, pour de la photo, pour de la musique et pour les caméras de surveillance. Donc on va voir ça tout de suite.
À présent, on va découvrir les applications supplémentaires et pour ça, on va se rendre sur l'application App Central qui est le gestionnaire de paquets d'Azustore. Donc c'est ici que vous allez pouvoir installer, désinstaller et mettre à jour les différentes applications. Alors vous le verrez, il y a différents types d'applications. Il y en a quand même plutôt pas mal et vous aurez ici de la librairie comme par exemple FFmpeg qui est une célèbre librairie pour tout ce qui va concerner la vidéo. Ensuite, vous avez des applications qui vont débloquer des fonctionnalités comme ici un kernel un petit peu spécifique qui va vous permettre de débloquer par exemple WireGuard au niveau du VPN. Vous avez des applications propriétaires tierces comme par exemple VirtualBox ou Plex Media Server qui vont vous ajouter carrément un serveur à l'intérieur de votre NAS. Il y a également par exemple Apache et vous avez également des applications développées par Azustore et qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités à votre NAS comme par exemple Photo Gallery 3, Looks Good ou Surveillance Center. Donc vous avez vraiment plein de choses de disponibles. Donc là ici on est sur une sorte de top 10 des applications et il y a des onglets ici. Alors je ne sais pas si c'est les mieux notés, si c'est les plus téléchargés. En tout cas ici vous avez cet onglet là. Ensuite ici vous avez les dernières applications publiées. Donc ça vous permettra de voir un petit peu quelles sont les applications disponibles que vous n'avez peut-être pas vues préalablement, hein, les nouveautés. Donc ici il y a plein de choses de disponibles, il y a du FileZilla, du Handbrake, du Home Assistant, il y a du Nextcloud, donc il y a vraiment des grands noms qu'on a l'habitude de voir sur d'autres NAS et qu'on a également l'habitude d'utiliser peut-être de manière externe, donc vous pourrez tout centraliser sur votre NAS. Donc ensuite ici vous avez des applications Azustore. Alors ici applications Azustore, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont développées par Azustore, mais c'est en tout cas Azustore qui maintient les paquets. Donc certaines sont développées et maintenues par Azustore et certaines sont uniquement maintenues par Azustore, comme par exemple Clamav qui est un célèbre antivirus. Donc là on peut voir ici que le mainteneur c'est bien Azustore, mais le développeur ça reste Clamav. Alors l'intérêt ici de ces applications Azustore, c'est qu'elles ont été maintenues par les équipes d'Azustore. Donc en gros, vous avez quand même une pseudo-garantie que ça va quand même fonctionner relativement bien, qu'il n'y aura pas trop de bugs, etc. Contrairement à peut-être des applications tierces qui ont été développées par la communauté qui peuvent peut-être faire l'objet de problèmes. Donc ça, effectivement, c'est quand même assez bien. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup d'applications qui sont maintenues par Azustore et ça permet quand même d'avoir quasiment tout type d'application pour tout type de besoin. Il y a de la base de données, il y a du Python, il y a du Node.js, du Nginx, donc il y a vraiment beaucoup de choses ici. Il y a également ici un truc qui est cool que j'ai installé, c'est GeoIP Database, donc qui permet d'avoir des informations précieuses sur les IP qui viendra se connecter avec les localisations, etc. Vous avez du Git ici pour ceux qui font du développement, donc bref, c'est assez complet. Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent installer, vous avez également ici une recherche par catégorie, donc vous allez pouvoir retrouver facilement ici les applications directement par thématique. Donc par exemple ceux qui veulent des applications domotique ici, vous allez pouvoir retrouver les applications domotique comme Home Assistant, JDOM. Vous avez également, si on descend un petit peu, d'autres types de catégories comme par exemple multimédia, si jamais vous voulez faire des trucs un petit peu spécifiques. Vous avez également du Disney Plus ici, vous avez du Jellyfin, bref c'est vraiment complet et pour ceux qui veulent voir vraiment toutes les applications disponibles, il y a également ici un onglet pour ça. Hop, voilà, hein. Donc toutes les applications disponibles et là vous faites défiler comme ça, hein. Petit à petit elle se charge et il y a, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment très complet, donc de ce côté là n'ayez pas crainte, vous serez assez bien servi. Ensuite ici vous avez également applications bêta, donc c'est des applications qui visiblement sont en cours de développement et qui font l'objet ici d'un onglet spécifique et je sais pas si vous le voyez, il y a un petit truc qui me rend nostalgique, c'est Amul, hein. Pour ceux qui ont connu Emule, vous avez ici donc une petite application en bêta qui s'appelle Amul. Donc concernant la gestion des applications ici, donc vous avez un onglet mise à jour et un onglet installé, donc c'est ici que vous allez pouvoir installer ou désinstaller des paquets. Donc par exemple pour désinstaller un paquet, c'est pas compliqué, vous cliquez ici sur la corbeille, vous faites OK et ça va se désinstaller assez rapidement. Donc c'est vraiment très simple à utiliser pour des débutants. Et si vous voulez donc installer un paquet, vous allez ici directement, donc je vais le réinstaller celui-là. Vous cliquez sur installer. Ici vous avez donc une petite fenêtre qui généralement vérifie les prérequis lors de l'installation et si tout est ok, vous avez le bouton installer qui est disponible, vous faites installer et pareil ça se fait de manière un petit peu transparente et ensuite boum, votre application est installée. À présent je vais vous montrer quelques applications supplémentaires que j'ai installées et qui ajoutent des fonctionnalités quand même assez cool à votre NAS. Alors la plupart sont des fonctionnalités qui sont développées par Azustore et maintenues par Azustore, comme ça c'est quand même assez bien intégré. Alors la première application c'est
Photogalerie 3, donc qui est l'équivalent de Photos pour Apple ou de Google Photos. Donc en gros c'est un gestionnaire de bibliothèque de photos. Donc ici vous allez pouvoir mettre vraiment toute votre bibliothèque depuis votre NAS. Vos données seront donc sécurisées par l'intermédiaire du RAID. Vous pourrez faire un backup directement via les fonctionnalités natives de votre NAS. Et ici ce qui est bien foutu, c'est que c'est super bien optimisé puisque le NAS crée des miniatures en tâche de fond lorsque vous mettez vos photos, et du coup vous allez avoir ici tout qui va être en résolution adaptée par rapport à la taille, pas besoin d'être en full format ici, et ma foi le résultat est plutôt pas mal en termes de fluidité. Alors là je vous ai mis quelques images lambda en test, hein, je les avais utilisées pour des articles sur le site, mais en gros voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez ici les dates des photos, vous pouvez mettre un petit j'aime sur les photos, donc vous pourrez ensuite bien sûr les retrouver, et vous pouvez comme ça naviguer sur votre galerie photo. Donc ensuite ici il y a une gestion par album ici, donc là ici vous avez une petite miniature qui s'affiche par rapport à certaines images que vous avez mis. Vous cliquez ici et vous retrouvez ici donc vos photos. Donc là ici c'est dernier ajout, et vous pourrez donc créer directement des albums ici, et vous pourrez ranger correctement vos images. Il y a une gestion des doublons, donc ça aussi c'est cool pour ceux qui ont peut-être des images un petit peu éparpillées partout et qui prennent de la place. Ça vous permet aussi de les nettoyer. Et vous avez ici une gestion par dossier, donc qui permet, on va dire, de le faire un petit peu plus de manière organisationnelle au niveau de je dirais, du rangement des dossiers. Ça vous permet ici de plus facilement retrouver vos images. Donc voilà pour cette application qui me paraît intéressante. Alors tout ça également, vous y avez accès via des applications sur le téléphone. Alors je vais essayer de vous montrer ça si je peux. Et donc je vous le mets à l'écran, hein. Voilà, on retrouve ici les photos qu'il y a sur le NAS. Alors maintenant, pour ceux qui n'utilisent pas forcément Plex Media Server, il y a un équivalent qui s'appelle Looks Good. Alors honnêtement, moi j'ai quand même une grosse préférence pour Plex par rapport à cette application là. Je pense que vous le voyez, l'interface elle est un petit peu archaïque, c'est un petit peu vieillot. Alors peut-être que ça évoluera prochainement, je sais pas, hein, c'est toujours des trucs qui peuvent être en amélioration, mais globalement ici hein, au niveau de l'interface on n'est pas sur des trucs hyper ergonomiques, hyper intuitifs, mais dans tous les cas ça fait le taf, puisque ici j'ai ajouté 3 films. Il a bien récupéré automatiquement les infos des films, les jaquettes, les fanarts derrière, nickel. Il a récupéré les résumés dans la bonne langue. Donc globalement ça fonctionne assez bien au niveau de la gestion de la bibliothèque. Après au niveau de la lecture, ça aussi sur certains navigateurs ça fonctionne pas bien. Bref, c'est pas forcément l'Amérique, mais bon, l'avantage c'est que c'est un truc qui est implémenté par Asustor et qu'il n'y a pas de blocage de notions de comme vous avez sur Plex, des notions de formule payante. Là tout est débloqué, donc à voir à l'usage, hein, si jamais ça vous convient, vous pourrez toujours peut-être vous en satisfaire, et bien sûr si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pourrez passer par des solutions type Plex, où il y a également Jellyfin. À présent on va parler de l'application Sounds Good. Donc c'est l'équivalent de Looks Good mais pour la partie audio, et par contre celle-ci je la trouve plutôt pas mal. Elle est beaucoup mieux, je trouve, adaptée à une utilisation déjà navigateur, et ma foi elle est réactive, elle est assez bien présentée, assez claire. Ça ressemble pas mal à ce que propose Apple avec donc Apple Music, et ici je vous ai mis quelques albums pour découvrir un petit peu l'interface. Donc je vous ai mis du Nirvana, c'est un groupe que j'aime beaucoup, et ici hein, vous voyez un petit peu comment c'est présenté. Donc vous avez ici les albums qui s'affichent ici, vous pouvez les afficher ici comme ça, donc c'est assez joli et assez clair. Vous avez ici des sortes de playlists intelligentes avec les derniers morceaux ajoutés, les derniers morceaux écoutés, les plus écoutés, donc ça c'est quand même assez bien. Et donc si vous voulez lire ici l'album Bleach par exemple, hein, vous faites lecture comme ça et ça fonctionne instantanément, donc ça fonctionne super bien. Et même pour certains morceaux vous avez ici des paroles. Donc je vais couper le son, hein, sinon ça va être un petit peu inaudible. Ensuite ici vous avez des gestions par artiste, vous avez des gestions par genre et par dossier. Donc c'est vraiment simple et efficace. Et bien sûr, comme pour les photos, pour la vidéo, vous avez une application dédiée. Donc je vais vous la montrer dans quelques instants à l'écran. Donc voilà pour la partie application. Et comme vous pouvez le voir, c'est là aussi bien foutu. Et vous pourrez donc directement lire vos musiques ici, comme ça. Hop, et vous aurez la petite vignette qui va bien.
Et ce qui est intéressant, ben, que là c'est vos données, vos fichiers, donc vous n'avez pas forcément d'abonnement à payer et vous retrouvez votre musique sur votre smartphone. Alors bien sûr là, moi vu que j'ai pas ouvert l'accès vers l'extérieur, forcément je peux les écouter que de chez moi, mais si jamais vous ouvrez l'accès vers l'extérieur à votre NAS et que vous avez une bonne connexion internet, vous pourrez profiter de vos morceaux, bien sûr acquis légalement, directement depuis l'extérieur, un petit peu comme Apple Music ou comme Spotify, mais avec l'avantage de ne payer aucun abonnement. Ensuite, quelques mots sur l'application FTP Explorer. Alors rien de révolutionnaire ici, hein, c'est uniquement un client FTP, donc vous allez pouvoir vous connecter sur des serveurs FTP et faire de l'échange de fichiers. Donc partie de gauche, votre explorateur, partie de droite, l'explorateur du serveur FTP distant, et vous pourrez comme ça transférer vos fichiers. Et enfin, application qui me paraît essentielle de vous présenter, c'est Surveillance Center. Donc pour ceux qui font de la vidéosurveillance, c'est très intéressant puisque vous allez pouvoir gérer vos flux de caméras et vous pourrez gérer jusqu'à 44 flux de caméras, tout ça en simultané, et ça c'est très très cool et sans licence supplémentaire. C'est très important parce que chez la concurrence, vous devez prendre des licences supplémentaires par caméra et là c'est pas le cas, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et là ici, bah, vous pouvez piloter directement votre caméra, donc vous cliquez sur le flux ici. Et ici, vous allez pouvoir soit la descendre, soit la monter directement. Vous pouvez vraiment tout gérer au niveau de votre caméra. Et ça, c'est quand même vraiment super bien foutu. Si vous voulez passer ici en plein écran, vous pouvez. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et vous pouvez même enregistrer, par exemple, un certain moment de la journée. Et dans Playback ici, vous allez pouvoir, par rapport ici à des horaires, relire un petit peu ce qui s'est produit dans la journée. Et ça, c'est vraiment super cool. Vous avez même ici un calendrier où vous pourrez vraiment visionner vos différents événements qui se sont produits dans la journée au niveau des caméras. Donc si vous activez par exemple le mode détection et qu'il enregistre à certains moments de la journée, vous allez pouvoir voir, ah bah tiens, à tel moment il s'est passé tel truc. Ça c'est quand même assez complet. Et vous avez ici après des parties paramétrage. Donc ici c'est là que dans licence contrôle, hein, vous avez licence par défaut et ici vous voyez 44 de dispo. Donc ça c'est vraiment très très bien foutu. Et vous avez ici des logs avec notamment je dirais tous les événements qui sont produits, je dirais, de manière informative, et ça c'est quand même vraiment cool. Et vous retrouvez bien sûr cette application sur votre téléphone. Donc côté téléphone, voilà ce que ça donne. Donc c'est cette application là, je sais pas si on va le voir, hop, et ici vous avez accès au flux de la caméra qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez ici la lecture pour tous les événements qui ont été enregistrés. Vous avez ici toutes les caméras qui sont disponibles, elle est activée, donc on peut la désactiver, et vous avez tous les événements ici, donc c'est simple, basique et ma foi plutôt efficace. À présent, place au test de performance et je suis sûr que vous l'attendiez avec impatience et moi aussi. Alors sur cette partie-là, on va essayer également de faire les choses de manière structurée. Je vais essayer de faire des tests à l'utilisation, donc selon certains usages. Alors premier test qu'on va faire, c'est des tests de lecture-écriture au niveau de mon PC sous Windows avec un lecteur réseau connecté. Donc on va copier des dossiers sur le NAS et on va faire l'opération inverse et on verra un petit peu quels sont les débits là-dessus, voir si on peut bien sûr travailler convenablement au niveau de ce type d'opération. Ensuite, on fera des tests depuis VMware avec une machine virtuelle hébergée sur le NAS pour voir un petit peu si elle est fluide, si ça fonctionne bien. Ensuite, on partira directement sur le NAS pour voir un petit peu quels sont les débits en speed test, notamment pour ceux qui font du téléchargement depuis le NAS directement. Vous verrez un petit peu si c'est jouable. Et enfin, je ferai le montage de cette vidéo directement depuis DaVinci Resolve avec les fichiers directement hébergés sur le NAS. Mais je vous dirai sur la suite des opérations comment a fonctionné le montage. Bien sûr, il ne sera pas totalement terminé puisque j'aurai l'export à faire et vous aurez compris que c'est impossible. Mais je vous dirai déjà en termes d'utilisation lors de mon travail de montage si ça a fonctionné bien, si j'avais pas des lenteurs par exemple sur les prévisualisations. Donc ça va intéresser mes amis vidéastes et également les personnes peut-être qui font du montage photo. On sera sur le même type d'utilisation. Ça vous donnera un petit peu un aperçu si jamais vous pouvez travailler directement sur ce type de NAS là, sachant que sur les NAS à disque plateau, très compliqué de travailler sur ce genre d'opération. Allez, on commence par le premier test sous Windows. Donc là ici, fenêtre de droite, c'est un dossier où j'ai mis les 3 films qu'on avait vus tout à l'heure. Je les ai redéplacés.
donc c'est des dossiers qui prennent quand même un petit peu de place. Donc on est sur 36 Go. Fenêtre de gauche, donc c'est le NAS qui est connecté en lecteur réseau. Donc là j'ai 3 dossiers ici et on va copier directement ces 3 films sur le dossier film ici, donc qui est vide, et on va voir un petit peu quels sont les débits en écriture sur le NAS depuis un PC sous Windows. Donc on va faire ici un copier, je vais faire un coller. Et vous allez voir, ça décoiffe quand même plutôt pas mal, même si on est un petit peu en deçà que ce qu'a annoncé Asustor au niveau de la fiche de présentation qui atteignait un petit peu plus les 1000. Là, on est sur du 700 mégaoctets seconde. Donc on a quand même largement de quoi faire pour bosser sur le NAS avec 700 mégaoctets seconde, sachant que sur des NAS classiques avec des disques plateaux, on atteint généralement des vitesses aux alentours des 110 MO seconde. Donc ça, double réseau, hein, c'est les disques NVMe et le réseau en 10 gigabits qui nous permet d'avoir des vitesses quand même assez rapides là-dessus. Alors je pense qu'on peut peut-être optimiser ces vitesses-là avec peut-être certains paramètres, puisqu'ils arrivent à atteindre des scores un petit peu plus élevés, mais on est déjà, je trouve, quand même largement suffisant pour un travail convenable sur un lecteur réseau connecté. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. À présent, on va faire l'opération inverse. Donc on va remettre les fichiers sur mon ordinateur. Donc un coup de copie-colle ici. Et voilà, donc on va voir un petit peu quelles sont les vitesses. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on atteint des vitesses à peu près similaires à ce qu'on a vu tout à l'heure. On est à peu près aux alentours des 700-750 MO secondes, même un petit peu plus. Alors pour info, au niveau moi de ma configuration réseau, je suis sur une Livebox 7 donc qui gère le 10 gigabits. J'ai également un switch 10 gigabits, une carte réseau 10 gigabits. Donc il faut bien que vous ayez toute la chaîne en 10 gigabits pour bénéficier de vitesses de ce type-là. En tout cas, en termes de performance, même si on peut peut-être optimiser ce score, on est sur des valeurs largement suffisantes pour pouvoir travailler dans de très très bonnes conditions, que ce soit en lecture ou en écriture. Donc ce premier test-là, très satisfait des résultats. À présent, place au test de virtualisation avec VMware et la machine hébergée sur le NAS. Donc là ici, sur le dossier partagé, j'ai créé un dossier VM. Et ici, donc, j'y ai placé une machine virtuelle Ubuntu 24.04 LTS. Donc, elle est ici, hein, vous l'avez probablement reconnue. Donc, on va se mettre en plein écran sur la machine virtuelle. Et ici, on va effectuer un test d'écriture, ce qui va nous permettre de voir un petit peu quelles sont les performances pour l'utilisation de cette machine virtuelle. Alors, pour ça, moi, j'utilise la commande DD, qui est une commande assez classique. Donc c'est une commande qui permet d'écrire des fichiers comme ça un petit peu simplement sur le disque, et ça va nous permettre de nous donner une idée à peu près de ce qu'on peut tirer en termes de vitesse d'écriture. Donc là, cette commande là, en gros, hein, vous avez ici donc la commande DD. Ici on va mettre en fait un fichier avec que des zéros à l'intérieur, et on va écrire sur le dossier courant ce fichier là, donc avec des blocs de 1 méga, et il y en a 10 000. Donc le fichier fait 10 000 mégas, donc 10 gigas, avec un statut ici progresse, donc pour suivre en temps réel la progression. On va faire entrée. Et donc là ici, il est en train d'écrire le fichier, et comme vous pouvez le constater, on est sur des 900 MB secondes, donc on est sur des quand même très bonnes perfs en termes d'écriture. Voilà, donc j'ai atteint 900 mégabits secondes donc pour écrire ce fichier, donc c'est quand même vraiment rapide, donc ça va bien fonctionner les machines virtuelles hébergées sur le NAS. Donc on va juste un petit peu naviguer sur les différentes applications ici pour voir un petit peu si ça reste fluide, si ça reste exploitable. Donc voilà, hein, je suis en live, donc vous voyez directement si jamais vous voulez utiliser par exemple Ubuntu hébergé sur le NAS au niveau des fichiers, vous voyez, ça fonctionne quand même de manière assez fluide. Pareil, vous voulez faire par exemple du traitement de texte, on va ouvrir le traitement de texte, voir les temps de chargement. Ok, donc ça fonctionne plutôt bien. Ok, on va quitter. On va ouvrir le navigateur. Je vais aller sur mon site. Ça me fera un peu de pub. Hop. On va un petit peu pour surfer ce que ça donne. Hop. Ma foi, ça fonctionne plutôt bien, et au passage, n'oubliez pas, VMware Workstation est passé désormais gratuit pour la version Pro et également pour la version Fusion
sur macOS. Écoutez, test de machine virtuelle hébergée sur le NAS, validé à 100%, donc vous n'aurez pas de souci pour utiliser des machines virtuelles directement hébergées sur le NAS. Maintenant, on va faire des tests de débit à l'intérieur du NAS, directement en SSH, pour voir un petit peu ce que ça vaut en termes de connexion Internet. Voilà, donc on se connecte à présent en SSH, donc hop, c'est la 42. Voilà, donc j'ai bien sûr ouvert le port qui va bien. Hop, on se connecte avec les identifiants. Alors je ne vais pas vous faire le tuto pour pouvoir faire un speed test depuis le NAS. Ça, si jamais vous avez besoin d'aide, vous me direz et je vous dirai comment faire. Donc là ici, j'ai installé donc le petit utilitaire speed test. Donc je vais l'exécuter. Hop, entrée. Et voilà, donc il est en train de faire du speed test et vous allez le voir, je plafonne ma connexion fibre. Donc en gros, j'utilise toute la bande passante disponible sur ma connexion, donc ça fonctionne très très bien également. Le débit à l'intérieur du NAS, donc je suis à 2 gigabits en download et à 786 mégabits en upload. Pour info, mon offre chez Orange, c'est une offre à 2 gigabits et à 800 mégabits en upload, donc on est vraiment au taquet, ça fonctionne nickel. Et enfin ici, dernière phase de test, donc c'est le montage sous DaVinci. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là j'ai un projet donc de cette vidéo qui est en cours de traitement, donc je vais pas forcément travailler sur toute la vidéo là lors de cette petite phase de test, mais on va voir un petit peu comment ça fonctionne en termes de fluidité. Donc là c'est des flux en 4K et comme vous pouvez le voir, hein, je fais de la lecture, il n'y a pas de saccade, il n'y a rien du tout, donc les fichiers ont bien été placés sur le NAS. Alors on va rajouter par exemple des effets, on va mettre une transition, voir un petit peu ce que ça donne entre deux plans. Ça va nous donner déjà une image. Je sais qu'il y a certaines transitions qui sont un petit peu gourmandes ici, donc on va mettre par exemple celle-ci, on va la mettre ici, hop, tac. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, si ça fait vraiment hyper laguer le truc ou pas. Mais d'une manière générale, là je ressens pas de lenteur particulière. De toute façon, c'est assez logique quand on voit les vitesses d'écriture et de lecture. Forcément, ça présage de fonctionner quand même plutôt bien. Voilà, donc vous voyez, l'effet il est passé nickel. Donc là forcément, hein, j'ai pas mis beaucoup d'effets, j'ai pas mis beaucoup de choses, mais a priori on va pouvoir travailler également sur du montage vidéo ou photo sans problème depuis le NAS. Alors je vous ferai probablement peut-être dans la description de la vidéo, je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé l'export, puisque forcément je vais pas pouvoir vous le dire ni dans la conclusion ni quoi que ce soit. Mais pour l'import des fichiers, pour la création du projet, pour avoir mis les différents ici rush à l'intérieur de la timeline, j'ai eu pas de latence particulière supplémentaire par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Peut-être qu'il y a des millisecondes en moins, mais à l'usage je m'en rends pas vraiment compte. Donc de ce côté là, je pense qu'il n'y a aucun risque sur le fait que ça fonctionne quand même assez bien. Et voilà, on arrive au bout de ce grand test du NAS Asustor FS6712X. Alors je pense que c'est la vidéo la plus longue que j'ai tournée sur la chaîne. Il y avait tellement de choses à vous dire sur ce NAS, tellement de choses à vous présenter. J'ai voulu faire les choses de manière le plus complète possible. Alors désolé, la vidéo est un petit peu longue. Je vais faire un maximum de chapitrage pour que vous puissiez vous y retrouver et accéder aux différentes parties de la vidéo. Dans tous les cas, ce NAS, je pense qu'il conviendra à quasiment tous les usages, que ce soit les usages les plus intensifs ou les plus basiques. Le seul usage peut-être sur lequel vous pourriez ne pas être intéressé si vous faites du gros archivage, là il faudra peut-être se tourner vers des NAS plutôt à disque dur plateau, puisque là c'est du full NVMe, mais en tout cas que ce soit pour du montage vidéo, du montage photo, de la bureautique entre plein de postes avec des dossiers de travail partagés, que ce soit par exemple pour du multimédia, que ce soit pour du développement, pour de la machine virtuelle, il répond à tous les usages, il coche vraiment toutes les cases. J'ai découvert au cours de ce test l'interface Asustor et ma foi ça fonctionne super bien, c'est super fluide. J'avais l'habitude d'utiliser la concurrence, mais rien n'est à envier à la concurrence, hormis peut-être certaines applications qui sont encore un petit peu vieillottes, mais ça peut bien sûr évoluer. Et vu que de toute façon vous pouvez installer pas mal d'applications tierces, généralement vous allez vraiment pouvoir parer à tous les besoins que vous avez. Également, ce qui est plutôt cool, c'est sur la partie matériel, le fait d'avoir 12 ports NVMe, pour moi c'est quand même assez exceptionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que les disques NVMe, pour les plus grosses tailles, c'est quand même assez onéreux. Par exemple, pour des disques de 4 à 8 Tera, vous allez avoir une facture qui va être assez chère. Le fait là d'avoir
pas mal de slots, vous pourrez prendre peut-être des disques à moindre coût et au final avoir une capacité de stockage vraiment intéressante et également une sécurité plus importante du fait que vous êtes sur un plus grand nombre de disques, vous aurez bien sûr moins de chances de sursolliciter certains disques et du coup ça vous rajoute une couche de sécurité. Également ce qui est intéressant c'est que vous pouvez ajouter plus de RAM, elle est disponible, accessible, vous pouvez l'enlever et la remplacer et monter jusqu'à 16 Go, vous aurez de quoi largement faire pour quasiment tous les besoins qu'on peut avoir sur un NAS. Pour conclure, vous l'aurez compris, ce NAS il m'a vraiment convaincu. Alors je connaissais ni la marque Asustor ni ce modèle là, ça m'a permis de découvrir les deux au passage et franchement ce NAS il m'a vraiment séduit. Il répond un petit peu à tous les besoins que j'avais au niveau d'une utilisation intensive d'un NAS, donc ça c'est vraiment très très cool. Et en termes de tarifs, on est en dessous des 1000 €, donc ça reste une somme élevée, mais pour ce type de produit, chez la concurrence, on peut dépasser parfois allègrement les 1000 € et pour les performances qu'il délivre, pour les spécifications qu'il a, donc c'est-à-dire réseau 10 gigabits, 12 ports NVMe, RAM interchangeable, je pense que ça vaut quand même assez le coup. Alors pour ma part, je trouve qu'Asustor a sorti un très bon produit. Comme je vous l'ai dit en préambule, ce NAS m'a été fourni par Asustor, donc je tenais vraiment à les remercier d'avoir sélectionné ma chaîne pour pouvoir proposer un test de ce produit. C'est quand même cool de la part d'une marque de choisir des plus petites chaînes YouTube pour pouvoir proposer des tests de ce type-là. Faut savoir que les grosses chaînes ont d'autres moyens, d'autres façons de travailler et moi de mon côté, j'ai des façons peut-être un petit peu différentes que certains YouTubeurs et ça permet pour vous d'avoir un petit peu de variété. Alors concernant cette vidéo, je n'ai touché aucune commission de la part d'Asustor, j'ai vraiment eu carte blanche là-dessus et j'ai essayé de vous proposer un test le plus objectif possible, donc j'espère que ce test va vous plaire et que vous permettra d'avoir vraiment un aperçu complet de ce NAS là. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poster en commentaire des questions ou autres si jamais vous avez besoin de renseignements à propos de ce NAS, puisque j'ai quand même déjà pas mal d'infos là-dessus et si jamais il y a des infos que j'ai pas, j'essaierai de glaner tout ça peut-être auprès d'Asustor qui pourront certainement me donner les réponses. Également, si ce NAS il vous intéresse, je vous mets le lien en description pour pouvoir le commander directement. Je vous mets la référence exacte, comme ça vous vous prenez pas la tête. Alors concernant le montage de cette vidéo, j'ai réalisé donc le montage directement depuis le NAS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la partie. Vraiment ça se passe très très bien au niveau du montage, donc forcément là je suis sur la partie finale, donc j'ajoute juste ce bout d'enregistrement supplémentaire, mais j'ai fait la totalité de la vidéo et tout s'est passé vraiment sans difficulté. Donc j'ai pas encore fait l'export forcément puisque je suis en train de me filmer. Je vous le mettrai en commentaire au niveau de ce que ça donne en termes d'export, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner nickel, puisque généralement ce qui pose vraiment souci c'est plutôt la partie où on est en train de travailler. Généralement sur l'export c'est plutôt je dirais au niveau du CPU et du GPU que ça travaille un petit peu. Bref, pour ceux qui se posaient des questions si ce NAS il est adapté pour les créateurs de contenu, par exemple de vidéos, pour les vidéastes, pour tout ce qui va être photographe, etc. Pour moi c'est un grand oui. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Je pense que je vous ai assez saoulé avec ce NAS, donc comme d'habitude, si jamais vous voulez me retrouver sur d'autres réseaux, vous pouvez vous abonner à mon compte sur Twitter, donc sur X, également sur Instagram, sur TikTok. Je suis pas mal actif sur ces plateformes là et également vous pouvez vous abonner donc sur la chaîne YouTube. Donc moi j'ai du boulot, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.